Alors, ça va pas être très drôle pour commencer l'interview, mais j'ai atterri dans le poker parce que j'ai eu une grave maladie il y a maintenant 16 ans et qui, du jour au lendemain, a fait que je ne pouvais plus travailler, en fait. Je suis un ancien prof de PS et pendant 6 ans, j'ai une myasthénie oculaire, en fait, un peu comme une sclérose en plaques. Du jour au lendemain, elle est arrivée, je ne pouvais plus, en fait, marcher ni quoi que ce soit. Donc, je pouvais plus aller bosser et autres. Et là, je me suis dit, en fait, c'est simple, eh ben, il faut que je trouve un business parce que si jamais ça s'aggrave. J'ai pas envie de laisser, j'avais déjà ma femme et mes enfants en galère en fait. Et donc j'ai commencé à regarder un peu autour de moi tout ce qui était possible. Et j'avais à ce moment-là une connaissance qui jouait au poker et qui m'a dit il y a un peu de thune à se faire. Donc il y a maintenant 11 ans. Donc tu vois, il m'a fallu un petit peu de temps pour déjà moi encaisser tout ce qui me tombait, tout ça. Et quand j'ai commencé à retrouver un peu de force, j'ai attaqué le poker là-dedans parce que j'étais un peu voilà, bloqué à la maison, si tu veux. Et donc, j'ai gravi les échelons en commençant au début à me tester en spin, en cash, en MTT. Tu vois, j'ai fait un peu tout. Et puis, j'ai opté pour le cash. Et après, comment j'ai évolué là-dedans? Il y avait beaucoup de travail. J'ai constitué assez rapidement des petits groupes, en fait, parce que j'adore travailler à plusieurs échanger les points de vue et tout ça. Je suis pas trop team solver, tu vois, depuis les débuts en fait, c'était ça. Les solvers sont arrivés avec Pio. Avant, il y avait Snowy, qui était un des premiers softs qui était vraiment pas mal, que j'aimais bien d'ailleurs. Et après, les solvers sont arrivés, on a commencé à taquiner tout ça, mais ça n'a jamais été ma cam, et tant mieux parce qu'aujourd'hui, tout le monde en revient un peu des solvers. Bien sûr, le Fun Lock, à l'époque, on le savait pas. Et voilà, je me suis fait coacher plusieurs fois. Ça, je pense que c'est fondamental. En fait, il y avait pas trop les CFP à l'époque, mais on trouvait des coachs. Et donc, j'ai eu quelques coachs qui m'ont bien aidé, bien guidé. Un des premiers connus, il y a eu Gwen qui m'avait pris. J'étais en NL5. Donc, il m'a aidé, lui, jouer en NL25. Après, il y en a eu un autre qui s'appelle Lulu Royal, qui joue encore, qui est un joueur high-tech, qui est un papy du poker, et un mec génial par ailleurs, et qui est encore là. Et ensuite, j'en ai eu deux, trois autres. Aujourd'hui, j'en ai un qui est slovène. Donc, on parle en anglais, c'est drôle. Moi, je suis pas non plus, mais donc j'apprends mon anglais en même temps que j'apprends un peu une autre vision du poker, et c'est juste génial. Donc, je pense que le point le plus important, si on veut progresser vite, c'est surtout de se faire coacher, en fait, bien plus que tous les outils, les solvers et autres. Un mec qui arrive et qui nous partage son expérience. La GTO à une époque. Donc à une époque, quand c'est sorti, on s'est dit en fait il y a des solutions, euh, j'allais dire un peu toutes faites et qui doivent marcher, et être hyper optimales. Et donc on a commencé à déjouer et à mettre de côté notre intuition. Et ça, je pense que c'est un truc qui d'ailleurs en fait, ça m'est arrivé il y a maintenant 2 ans, quand avec mon coach actuel, on a changé un petit peu l'approche en fait, pour être sur une approche un peu plus base de données. Aujourd'hui, tu vois un peu MDA, des trucs comme ça, et qui parfois en fait, tu te forçais à faire des plays et à mettre de côté en fait ce que tu ressentais. Et ça, s'il y a bien un truc que j'ai envie de dire à tous les joueurs qui écoutent, c'est de faire confiance aussi en leur ressenti, en leur petite expérience ou grande expérience, peu importe, en leur intuition. Voilà. Ça, je pense que c'est un truc vraiment important. En tout cas, moi, je joue comme ça, et ça marche plutôt bien. Euh, c'est peut-être la plus grande erreur que j'ai pu faire à un moment, c'est d'appliquer des choses que je ne ressentais pas, tu vois, auxquelles je ne croyais pas, et de trop forcer de là-dedans. Alors, on est obligé aussi de tester parfois pour pas s'enfermer dans un cadre, dans notre cadre de référence, et d'aller voir. Mais aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu que, notamment quand tu as des années après de pratique, de te faire confiance aussi, tu vois, d'aller de plus en plus dans des ressentis subtils qui te font, voilà. Et quand c'est touchy, quand tu sais pas trop, effectivement, là, tu vas prendre des lines qui sont dictées un peu par tes données, mais, euh, mais quand tu te sens vachement bien, de couper un peu le mental, quoi, qui veut toujours analyser, réfléchir, et juste de suivre l'intuition. Ouais, ouais. Alors, allez,
Il y en a plusieurs. Je pense que tu as des joueurs qui vont avoir la peur de bluffer, la peur de bluff catch, et qui sont un peu complètement bloqués par toutes les peurs, en mode un peu blue liner quelque part. Tu as d'autres joueurs qui vont se level beaucoup et qui vont, eux, complètement agir par simplement réaction, en fait. L'autre te fait un truc, eh ben, je réagis à tout ce qu'il fait. Et il se level, il se level. Et dans les deux cas, ce qui les anime, c'est la peur. La peur d'être exploité dans un cas, ou la peur d'aller, je sais pas, bluffer, bluff catch, voilà. La peur va guider beaucoup, beaucoup de joueurs, en fait. Et soit il y a deux types de réactions, soit on fuit, et donc on bascule un peu en mode blue liner, soit on over-agresse, et peut-être que là, on va être dans du red liner, mais débile, en gros. Blue liner efficace, ça marche. Red liner efficace, ça marche. C'est quand en fait on part dans du non optimal. Voilà. Et je pense que au niveau mental, c'est ce que je peux voir chez beaucoup de joueurs. En fait, c'est que la peur, ils ont du mal en fait à se libérer de cette peur qu'on connaît tous par ailleurs à une table quoi. Donc ça, c'est on va dire un problème un peu mental. Les problèmes techniques, peut-être que je peux observer, manque de value sim, parfois trop polarisé dans des spots. Euh, sur la macro, très mauvais setup de grind. Euh, on joue pas sur des bonnes tables, par exemple, tu vois, très très simplement. Il y a des joueurs qui surévaluent complètement leur edge par rapport à d'autres règles ou à des récréatifs solides et jouent sur des tables où finalement c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a un autre truc que je peux voir? Ouais, globalement, assis, peut-être fold trop partout. Dans toutes les streets, toutes les lines, ça fold trop, clairement. Switcher. Alors, je vais te répondre par l'étude qu'a faite Lani Bacham. Lani Bacham, c'est un préparateur mental aux États-Unis. Le gars était champion olympique de tir à la carabine et il a coaché plein de sportifs qui ont été champions olympiques aussi dans d'autres disciplines, en fait. Donc lui, c'est vraiment un gars qui vient du terrain et qui a amené des gens à performer sur le terrain. Lui dit une simple chose. Il est allé voir, en fait, des experts dans leur truc. Et on pourrait dire, quand tu as passé 4 ans à grind au poker, tu deviens un peu un expert du truc par rapport, tu vois, au fil moyen, on va dire. Et il leur a demandé, à votre avis, quelle est la part du mental, en fait, dans votre réussite? Et tous de répondre, c'est au moins 80-90%. Moi, mon haut niveau, je l'atteins quand mon mental, il est vraiment aligné. Voilà ce que répondaient les gars. Et en fait, ils leur demandaient, mais tu travailles combien de temps ton mental? Et là, c'était tous moins de 10%. Et tu vois, si on regarde aujourd'hui, les ressources techniques, stratégiques, elles sont quasiment partout. Il y a des chaînes comme la chaîne qui est juste géniale d'ailleurs, bravo pour votre contenu, mais il y en a partout, il y a des masterclass et tout ça. Donc on a tous un peu le contenu. La façon dont on apprend va être différente déjà. Donc dans la façon dont tu apprends, il commence à y avoir des différences. La façon dont tu tiens dans le temps est aussi une donnée. Tu as des gens, si en 2 ans, ils n'ont pas des super résultats tout de suite, ils give up. Tu en as d'autres qui tiennent 5 ans. Donc là, la persévérance est aussi un truc à prendre en compte. Donc la méthodologie d'apprentissage, tu as des gens qui vont s'en mêler les pinceaux, qui vont s'épuiser, etc. Après une game, entre deux personnes compétentes du même niveau, s'il y en a une à un moment qui craque, sous la pression, sous je ne sais quoi, les résultats qui viennent pas, une erreur, une intolérance à l'erreur et tout, là, elle peut se mettre à spew. Moi, je coach des gars là, et on avait fait il y a maintenant quelques mois une petite analyse sur les 100 plus gros pots perdus du mois. C'était pour rigoler avec eux. On est allé voir en fait ce qui correspondait à, on va dire, une erreur technique, tu vois, un truc qu'ils n'avaient pas perçu, et ce qui était plutôt de l'ordre mental, en fait. Ils le savaient, mais ils ont spew, ils ont fait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il y a eu 3 bébés, on a calculé juste pour les 100 plus gros pots perdus, 3 bébés sur le mois dus à des erreurs mentales. Et donc là, on rejoindra quelque part l'hypothèse de Lani Bacham. Dès lors que tu dépasses un certain stade de compétence, tu vois, après 3-4 années de poker, par exemple, la part du mental explique aussi les résultats. Moi, je le vois dans des gars qui vont dire, je suis inconsistant. J'ai pas été régulier sur ce mois-ci. J'ai commencé les 15 premiers jours vachement bien. Derrière, je sais pas ce qui s'est passé, sur confiance ou alors je ne sais pas. T'en as d'autres qui, en termes de concentration, vont avoir des hauts et des bas. Enfin, voilà, il y a plein de choses
de cet ordre-là qui peuvent expliquer des résultats qui sont pas Travailler là-dedans et me motiver. alors, le tout début vient, moi je suis un ancien sportif de bon niveau. J'ai joué à Gagny au handball en fait, et le plus haut niveau auquel j'ai joué, je m'entraînais avec l'équipe qui était en D1 à cette époque-là. Et moi j'étais un jeune qui était surclassé en fait. Et, euh, et donc j'ai eu malheureusement pendant 4 ans rupture des ligaments croisés des deux genoux. J'ai eu les ménisques et tout ça, et une grosse frustration finalement de pas réussir à ce truc-là. Et donc, j'ai compensé ça par m'investir à fond dans les études, et j'ai passé ce qu'on appelle une agrégation externe en STAPS, qui est le pôle scientifique. En fait, je voulais être maître de conf pour tout ce qui touche à la psychologie du sport dans un premier temps. J'ai jamais arrêté après de m'intéresser à tout ça, sauf que j'ai un peu lâché quand j'ai découvert ma copine, quand j'ai repris le sport et tout. J'ai un peu lâché les études tout en m'intéressant pour mon propre chef, en fait, à tout ce qui touchait à la psycho. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a maintenant 16 ans, j'ai eu une maladie grave qui, pendant 6 ans, m'a complètement bloqué, en fait. Et, euh, et quand en fait, c'est une maladie. J'ai une partie rare d'une maladie rare, en fait. Une myasthénie oculaire, c'est rare. Et j'avais la partie rare de cette maladie. Donc, pendant 6 ans, je ne savais pas ce que j'avais. Et j'allais d'examen en examen. Et 6 ans, c'est extrêmement long quand ça va pas du tout. Tu as le corps qui répond plus. Et qu'on peut même te dire, ben, en fait, vous êtes devenu fou quelque part. Et donc là, j'étais dans un désespoir, mais vraiment très dur. Et j'ai réussi voilà, à rebondir de tout ça. Et, et ça a été un peu comme, pour moi, si tu veux, une mission que d'aider les gens à rebondir quand vraiment ils sont plus mal dans leur vie. Pour moi, je suis passé par là et je sais à quel point une main tendue, ça peut faire un bien juste énorme, quoi. Et donc, je me suis dit, ben, globalement, je peux être un mec qui peut aider des gens qui sont vraiment au plus bas, et j'ai envie d'aider les gens qui sont au plus bas. Et donc après, bah, comme dit, je suis allé dans le poker aussi pour bah, simplement gagner de la thune au cas où. Et en même temps, bah, j'ai commencé à allier ces deux trucs parce que j'aidais les gens en fait qui étaient un peu dans la difficulté du poker, une difficulté mentale. Et progressivement, ils m'ont dit, mais putain, mais c'est vachement bien ce que tu fais, ce que tu dis et tout ça. Tu devrais faire une masterclass, quoi. Et donc j'en ai fait une première qui était peut-être un peu trop hors poker, tu vois, un peu trop psycho quelque part. Là, j'ai refait une V2 il y a maintenant 3 ans qui est encore plus adaptée au poker. Et je continue. Aujourd'hui, là, j'ai développé un autre truc, là, Power Coaching Excellence, pour que des joueurs pro, en fait, pour les emmener vers l'excellence. Et en même temps, je coach tous les jours, enfin toutes les semaines, je sais pas, je vais te dire une bêtise, 10 heures mentalement. Et donc, ça me permet d'être encore plus précis aujourd'hui dans tout ce que je peux apporter aux gens. Et je pense que je vais refaire une troisième version de PMS prochainement pour être encore justement bien plus adapté en fait aux problématiques qu'on rencontre tous à une table. Attention. Alors, ouais, déjà, effectivement, c'est un milieu où il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent finalement tout en haut du sommet, soit parce qu'elles font pas forcément le job. Moi, je pense qu'en fait, à partir du moment où tu fais euh, le job, le travail sur au moins 5 ans, bah, tu arrives déjà à une limite qui est vraiment intéressante, en tout cas, et beaucoup de personnes soit ne travaillent pas de la bonne méthode, avec la bonne méthodologie, soit ne mettent pas suffisamment de temps. Je ne crois pas trop en cette idée qu'on a des capacités limitées, voilà, pour atteindre par exemple la NL100, la NL200. Moi, je pense que c'est accessible vraiment à quasiment tout le monde, vraiment. Et donc, du coup, il y a beaucoup de frustration. Et bah, tous les gens qui sont hyper frustrés, ils vont tirailler sur tous les autres parce que simplement, ça leur fait du bien que d'inventer des faux résultats à certaines personnes ou voilà, de rabaisser. Et l'idée, c'est aussi que tu as des gens qui sont extraordinaires dans ce milieu. À partir du moment, je pense, où toi, tu apportes des choses positives aux gens, tu arrives à retrouver ces personnes-là. Donc, effectivement, on retrouve de tout dans la communauté FR. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gars hyper positifs et il y a malheureusement aussi beaucoup de frustration. L'idée, c'est de peut-être pas faire trop attention à ça et plutôt aller vers tous les mecs hyper positifs parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Moi, j'en connais vraiment plein et je pense qu'on les attire à soi à partir du moment où on dégage nous-mêmes en fait de là. Non, c'est clair. T'as des mecs qui sont exceptionnels. Anto est un mec avec un cœur immense. Clément Richesse, Bibi, il a un cœur immense. Un mec comme Comanche est juste extraordinaire.
Voilà, moi, j'ai plein de potes. Pierre-Antoine, c'est un super pote du milieu. Et en fait, il y a des gars qui sont juste extraordinaires. Tu vas prendre un François Pirot, c'est un mec aussi qui est juste hyper positif, qui est hyper gentil, qui aide sa famille complète. Tu vas prendre Thomas Lawatch, et il y en a plein, je vais en oublier plein. Et c'est dommage parce que il y a des copains là-dedans, mais je pense clairement que tu as des mecs hyper positifs dans la communauté. Et après, en fait, il y a des trash talkers, bah, on les laisse parler, c'est la frustration, tout ça. Donc, autant essayer de construire, en fait, parce que le poker est une aventure financière, une aventure de performance, mais aussi c'est une aventure humaine où tu peux travailler ensemble, créer des teams et voyager ensemble avec des potes et vivre une superbe aventure collective. Ça, c'est juste extraordinaire, quoi. Non, c'est Je pense que l'étude de la population est vraiment quelque chose en fait qui va changer tout. En fait, il y a les gens travaillent via des solvers. Après, donc ils node-log basés sur leur perception, avec des biais cognitifs. Et globalement, les node-logs ici peut-être vont être erronés. Et l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de data en fait sur la pop pour savoir exactement comment jouent en fait les adversaires et t'adapter parfaitement en fait à eux en termes de fréquence. Donc vraiment, s'il y avait une chose vers laquelle aller, c'est full exploit pour moi et être vraiment adapté avant toute chose au mec qui a en face de toi dans la main. Ça, c'est le numéro un pour moi. Et après, numéro 2, en fait, à la pop à laquelle tu joues, quoi. Donc, être de plus en plus familiarisé et d'éviter d'aller dans du trop théorique. Beaucoup de joueurs disent, en fait, parle de tes mains, questionne tes mains avec un coach ou avec des partenaires plutôt qu'aller dans une espèce de théorie que tu viens calquer en fait à tes tables. Pars de tes mains, pars des moves que tu rencontres. Je pense que c'est vraiment le plus smart.